Tome 2, pour vous parler des influenceurs au cœur des stratégies de marque. Anne-Sophie Guenec, Laurence Demeure. Bonjour. Parce qu'on a travaillé en équipe sur cette présentation. Et on est là pour vous faire partager un peu notre vision de cette façon de communiquer. Et on va commencer par échanger sur des éléments un petit peu plus contextuels avec Anne-Sophie. Première partie, on va remonter aux origines de l'influence. Parce qu'en fait, nous, on prend le pari que si on veut communiquer en vraiment prenant en compte ce phénomène de l'influence positive, il faut changer son mode de pensée sur la communication et il faut y croire à fond. Et pour y croire à fond, il faut remonter au fonctionnement de l'influence dans nos modes de comportement. Donc on a une intro sur l'influence, un phénomène naturel. Ensuite, on espère normalement vous convaincre qu'on est bien là devant quelque chose qui s'apparente au nouveau pouvoir de la communication. Alors pas le seul, hein, ça ne veut pas dire qu'on efface les autres choses à côté, mais en tout cas, on regarde celui-ci comme une solution qui peut vraiment être un levier efficace et différent. En troisième partie, on va regarder ensemble les influenceurs auxquels on s'intéresse. Et puis après, on sera sur la partie plus pratique, on va partager avec vous des cas et 4 clés qui caractérisent notre méthode de travail. Donc on va commencer par cette introduction qui vise à replacer l'influence dans un contexte de phénomène naturel. Mais avant ça, en fait, je voulais vous refaire partager un constat que vous avez déjà sûrement tous fait, mais qui est celui que l'influence est un mot à la une dans notre société, et un mot à la une pas plus tard que la semaine dernière dans le numéro du Point, parce que c'est un mot qui alimente beaucoup de fantasmes. Aujourd'hui, quand on parle d'une personnalité influente, il peut y avoir plusieurs émotions, plusieurs mots qui vous viennent à l'esprit. Peut-être celui de manipulation, d'aliénation, de manœuvres qui peuvent être faites aux dépens des personnes influencées. Et peut-être que, d'un autre côté, vous allez penser à charisme, à pouvoir, à leadership, à une forme d'autorité naturelle. Donc en fait, on voit bien que quand on est confronté à cette idée de personnalité influente, ça fait naître en nous des émotions qui peuvent être contrastées. Aujourd'hui, il existe des outils en ce qui concerne notre propre influence qui nous permettent de la mesurer. Et on voit bien que quand on a pu parfois constater qu'on avait gagné 2 points sur Klout, ça pouvait provoquer chez nous un certain contentement. On pouvait se féliciter de se dire qu'on avait une certaine influence sur les autres. Et pour autant, on redoute d'être influencé parce qu'on redoute d'être soumis à une forme d'emprise et d'une forme de manipulation qui serait complètement indépendante de notre volonté. Donc on s'est interrogé sur ce rapport ambivalent et on s'est demandé pourquoi il existait chez nous. Et on est remonté à l'étymologie du mot influence et en fait on a découvert que l'influence était un mot qui à l'origine était attribué aux astres. Donc en fait dans la première définition en français du mot influence dans le dictionnaire en 1240, l'influence était décrite précisément ainsi: phénomène exercé par les astres sous forme de flux sur les hommes. Donc on peut imaginer que c'est cette origine du mot influence qui a jeté toute la part de magie, de mystère sur le concept d'influence dans notre société, parce que c'est quelque chose qui serait ascendant, qui serait indépendant de notre volonté et qu'on subirait en fait en tant qu'être humain. Et plus tard, l'apport de la sociologie et de la psychologie ont montré une autre facette du phénomène d'influence, qui serait celui qu'il est inhérent et il est inévitable à notre condition d'être humain. Parce que depuis que nous sommes tout petits, nous sommes influencés par nos parents, parce que nos parents consomment, plus tard parce que nos amis font, ensuite parce que nous allons détester telle ou telle personne pour sa façon d'être et nous construire à l'opposé. Donc en fait, nos relations interpersonnelles façonnent le prisme de notre identité. Et c'est ce qu'a défini le psychiatre Boris Cyrulnik: le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne devient soi-même que sous l'influence des autres. Alors si on considère que chaque individu est soumis à influence, on peut considérer la société entière comme une forme de chaîne et de flux d'influence qui fait de nous un réseau social d'influence, bien avant qu'on ne parle de réseau social sur la sphère digitale. Un sociologue américain qui
qui est aussi scientifique, a fait des découvertes assez incroyables sur ce phénomène de réseau social d'influence au sein de la société. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir son TEDx qui est passionnant. Et il s'appelle Nicolas Christakis. Alors il a étudié plein de phénomènes de société et là je vais vous parler de son étude du phénomène de l'obésité. Et il a découvert en fait des regroupements incroyables de populations obèses entre elles au sein de la société. Et il s'est demandé comment cela pouvait se former. Et il a constaté que si vous avez un de vos amis qui est obèse, c'est une découverte assez incroyable, vous avez 45% de chances en plus d'être obèse. Que si c'est un ami de vos amis qui est obèse, vous avez 25% de chances en plus d'être obèse. Et que si c'est un ami d'un ami de votre ami que vous ne connaissez même pas qui est obèse, vous avez encore 10% de chances en plus d'être obèse. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous êtes soumis à cette chaîne d'influence qui fait que de prisme en prisme, cela va changer votre perception de la norme par rapport au poids. D'ailleurs, suite à ces recherches, le New York Times a titré en 2007 « Putting on weight, blame your fat friends ». Si un jour vous avez besoin de le faire. Dans un autre registre, plus positif, il s'est mis à étudier la répartition des gens heureux et des gens malheureux dans la société. Et là, il s'est encore rendu compte qu'il y avait des regroupements incroyables de population. Mais ce qui est intéressant sur cette répartition des groupements entre gens heureux et malheureux, c'est qu'il a constaté que les regroupements de gens heureux, qui sont les individus en jaune à l'écran, alors que les gens malheureux sont les individus en bleu et les gens en vert ne se considèrent ni heureux ni malheureux, c'est qu'en fait, les gens qui se situent plutôt au cœur d'un réseau social d'influence avaient une propension plus grande à se sentir heureux. Donc ce serait que la capacité des uns à agir et à subir l'action des autres conditionnerait le bien-être dans la société. D'où l'influence positive. C'est l'influence positive à l'agence parce qu'on considère que dans ce phénomène d'influence qu'on regarde, comme l'a dit Anne-Sophie, parfois avec un peu de méfiance, en fait, il y a une force positive et constructive pour les rapports humains qui en fait peut nous rendre plus épanouis. Donc comment se produit le mécanisme d'influence ? En fait, il se produit basiquement de deux façons. Soit ça va être quelque chose de plutôt comportemental, c'est-à-dire que je vais agir par effet de mimétisme sur un comportement duquel je suis spectateur tous les jours et qui va peu à peu devenir ma norme. Soit, et là ça va plus nous intéresser dans les stratégies de communication, ça va être ce qu'on va appeler la transmission d'une croyance, d'une idée, d'une opinion à laquelle je vais m'identifier et qu'on appelle depuis la nuit des temps le bouche à oreille. Donc ce bouche à oreille, c'est un phénomène auquel se sont intéressés des chercheurs américains dans les années 40 et ils ont défini ce groupe de population qui avait un pouvoir de recommandation plus fort que les autres et qui étaient les leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion ont amené à théoriser une nouvelle vision de la communication qui était celui de la communication à étage, c'est-à-dire que je vais commencer par m'adresser, et notamment dans le système électoral américain, à un groupe d'individus qui vont avoir le pouvoir de dicter aux autres la manière dont ils doivent voter. Et en 2005, il y a un livre qui a été édité par des chercheurs en marketing et qui continue à dire qu'un Américain sur 10 disait aux autres comment voter, mais aussi quoi manger et quoi acheter. Donc ça montre bien les propagations de ces études, qui est à la base des études de la sphère politique, à la sphère de la consommation et à la sphère personnelle. Et peu à peu, le terme leader d'opinion s'est déplacé. On a commencé à parler d'influenceurs ou d'influenceurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste que en fait, le périmètre a changé et qu'avec Internet, on s'est mis à voir le monde comme une sorte de village planétaire et qu'en plus du bouche à oreille qui existe toujours, s'est développé le clavier à clavier. Et ça a permis deux choses. Ça a permis à ceux qui étaient déjà leaders d'opinion d'élargir leur cercle d'influence, mais ça a aussi permis à ceux qui n'avaient peut-être pas les conditions de réseau nécessaires pour être leader d'opinion, mais peut-être pas non plus le charisme parce qu'ils étaient un peu timides, et bien d'une fois derrière leur écran, de s'insérer dans le débat public à travers des forums, à travers des réseaux sociaux, et de propager des idées à d'autres individus. En fait, ce qu'on voulait vous montrer à travers ça, c'est que l'influence, c'est un phénomène naturel qui existe et qui est profond, qui est vraiment profond dans l'explication de nos rapports dans la société. Le deuxième point, on voulait vous dire qu'il fallait regarder l'influence avec un œil positif.
Et là, le troisième point, on va s'arrêter sur un certain nombre de chiffres ou de données théoriques, parce qu'en fait, nous, ce qu'on vit en agence de communication, c'est qu'en fait, les gens sont ouverts à cette notion d'influence, mais au moment de passer à l'acte et de rompre avec la logique de communication de masse, on rencontre d'énormes résistances. Donc pour combattre ces résistances, on veut vous faire partager un certain nombre de constats. Donc l'influence positive, ça peut vraiment être le nouveau pouvoir de la communication et ça peut avoir une efficacité. Alors pourquoi? Parce qu'on le voit à l'écran sur ce schéma, l'influence s'exerce sur certaines personnes qui vont après être relais auprès de publics plus larges. Donc parfois, au moment de quitter un raisonnement d'influence de masse et de passer à un raisonnement de communication d'influence, où on va se dire on va volontairement viser un nombre réduit de publics, eh bien en fait on s'inquiète, on se dit je vais perdre en efficacité. Eh bien non, parce que de quoi parle-t-on? On parle du schéma qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Traditionnellement, on considérait la communication comme une action qui s'exerce de l'entreprise vers ses publics de cible acheteurs et consommateurs. Elle s'exerce en pull et en push. En pull parce qu'on envoie un message de séduction, en push parce qu'on pousse une offre auquel vos clients ne peuvent pas résister. Dans la dernière édition du Publicitor, moi, celui avec lequel j'ai fait mes études, ça ne figurait pas. Il y a un nouveau schéma qui est à droite sur ce qu'ils appellent la communication relayée. C'est bien ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que le schéma est différent. L'entreprise a toujours envie que ce soit l'acheteur final tout en bas qui passe à l'acte et achète son produit. Mais en fait, l'entreprise fait le pari de ne pas s'adresser à lui directement, d'identifier un public intermédiaire, dit influenceur, et de faire confiance à cet influenceur pour porter la bonne parole auprès du public acheteur. Tout ça, bien sûr, avec des interactions de l'entreprise vers l'influenceur, de l'influenceur vers l'entreprise, et de l'influenceur vers la cible des acheteurs, et de la cible des acheteurs vers l'influenceur. Et donc, déjà, on s'inquiète au moment de franchir le pas et de passer à cette communication relayée. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on a quand même une mesure importante. On n'est pas, c'est pas contre, c'est juste à côté que ça existe aussi. La mesure importante à laquelle on évalue souvent l'efficacité de nos actions de communication, c'est souvent la notoriété, en fait. Est-ce que j'ai entendu parler de cette marque et de ce produit? Combien de gens vont entendre parler de cette marque et de ce produit? Combien je vais mettre sur la table pour atteindre un maximum de personnes? Eh bien, en vrai, on peut prendre une autre mesure que je vous propose de regarder ensemble. C'est le taux de confiance du message qu'on émet. Les études Nielsen, publiées toujours par le Publicitor, montrent que sur un message publicitaire, le taux de confiance reçu par le public final, donc ce fameux public acheteur, il est de moins de 50%. Le taux de confiance maximal étant attribué en France toujours à la publicité télé à 47%. Mais quand je me situe de l'autre côté, que je regarde les taux de confiance qui sont attribués à d'autres types de messages, eh bien, vous savez à qui on fait le plus confiance? 92% font confiance d'abord à la recommandation de quelqu'un qu'on connaît ou de son réseau. Alors bien sûr, ça a l'air d'aller de soi, mais en fait, quand on le réalise et qu'on compare au taux de confiance de la publicité, tout d'un coup, on se dit, peut-être que je peux raisonner autrement. 70%, c'est le taux de confiance accordé à l'opinion de clients mis en ligne. Pas l'opinion d'experts, hein. Des gens qui ont consommé votre produit, que vous ne connaissez pas, qui racontent leur vécu avec, c'est ceux-là que je vais écouter à 70%. Et 58% des contenus éditoriaux en général. Donc forcément, quand on prend cette mesure, on change de référentiel. Et on se dit, toujours pour illustrer cette notion de changer de référentiel, c'est qu'avant, le moment de vérité, celui où on découvrait un produit, et ça c'est une notion, on va passer à une notion qui est mise en avant par Hummel, avant le moment de vérité, c'est quand on voyait un produit en magasin, en fait. C'était le moment où on avait la première expérience du produit. Pas en entendre parler, hein, mais la première expérience, c'était en magasin. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Le moment de vérité, c'est plus ce moment 1, c'est ce moment 0 de vérité décrit par Google. C'est le moment, souvent, où on entend parler, où on lit un avis, un commentaire qui nous arrive par le digital, qu'on l'ait lu sur un site éditorial, qu'on l'ait lu dans un site de marque, dans des avis de consommateurs, ou bien qu'on l'ait reçu par son réseau social, sur Facebook et autres. Autre illustration, donc, de changement de référentiel. Et en fait,
On ne dit pas aujourd'hui qu'il faut renoncer à la communication de masse, bien évidemment. C'est toujours, on va le voir à travers des exemples, la partie supérieure de l'iceberg, c'est cette communication de masse, le plus souvent publique promotionnelle. Simplement, on dit la partie sous l'eau, en fait. La partie sous l'eau, c'est la communication d'influence. Et arrêtons de négliger cette communication d'influence. Pourquoi il faut arrêter de négliger cette communication d'influence? Parce que ça, c'est un petit clin d'œil à notre amie Florence Touzé de Sciencescom qui vient de publier un super bouquin au mois de juin, le marketing implicatif. Et dans ce livre, elle nous décrit les consommateurs d'aujourd'hui avec un mot que je trouve très juste, c'est le mot de consommateur émancipé. Comment il est ce consommateur émancipé? Et bien en fait, ce consommateur émancipé, il dit pas, elle le décrit comme se réveillant, un peu groggy, un lendemain de fête. Pour ça que là, on a mis cette petite nana un peu groggy après avoir mangé trop de Nutella, après avoir consommé trop de publicité. Et en fait, elle décrit un consommateur qui ne se dit plus « je l'ai vu à la télé, je l'ai vu dans mon hypermarché, donc ce produit est bien, donc il me le faut ». Je caricature un petit peu. Elle décrit un nouveau consommateur qui se dit « est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Est-ce que ça a un sens que je le consomme? Est-ce qu'il a une utilité? Et est-ce que c'est vraiment un bon plan ?» Et pour se demander si c'est vraiment un bon plan, demandons-nous comment on a connu le covoiturage. Pas par la publicité, hein. On a connu et on s'est dit on va l'essayer parce qu'un ami, un copain ou sur un réseau social on a entendu parler. Comment on a connu l'hôtellerie Airbnb? Par le même phénomène. Et donc, à qui on fait le plus confiance aujourd'hui pour par exemple acheter ses légumes? On se dit il y a peut-être un petit hamac du côté de chez moi auquel je pourrais m'abonner. Donc ce consommateur émancipé, je ne dis pas qu'il n'écoute pas la publicité, que ça ne l'intéresse pas, on va parler après de la complémentarité entre les deux univers, mais on dit juste qu'il raisonne autrement et que si l'information lui parvient par une source différente, il va aller la chercher. Et c'est là-dessus que nous, on va essayer de jouer. Et justement, là, on prend l'exemple de deux marques pour lesquelles on travaille. Alors celles-ci, on ne va pas les traiter en cas approfondi comme on le fera sur d'autres exemples. L'exemple de Tipiak est super intéressant parce que Tipiak n'a pas arrêté le succès de communication publicitaire télé de Tipiak qui depuis plus de 20 ans en fait nous régale avec ces vieilles bretonnes qui successivement se sont fait les ambassadrices en fait de toutes les innovations de la marque. Ça marche à fond. Alors Tipiak, on pourrait se dire que c'est une marque qui a gardé le modèle traditionnel et qui ne se pose pas de questions. Pas du tout. Depuis 2 ans, ils ont le bon goût de nous avoir confié leur communication d'influence. Et donc, on les accompagne sur toute une stratégie de pénétration, en particulier avec une stratégie très active auprès des blogueurs et pas seulement culinaires. Et en fait, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que, alors d'abord, ce n'est pas le même rapport d'investissement, effectivement, mais on se bat tous les jours pour que ce rapport d'investissement, il s'améliore, en fait. Il ne s'agit pas de transférer tous les investissements de la communication de masse vers la communication d'influence, mais il s'agit de donner à la communication d'influence sa chance. Et il s'agit de se dire, là où on pense que, entre guillemets, les annonceurs qui réussissent le mieux, qui sont successful, eh ben, ils font toujours que de la communication de masse. Souvent, c'est parce qu'on est moins exposé, on connaît moins ce qui se fait sur la partie émergée de l'iceberg. Sur Socopa, un petit mot sur... Ah, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, pour terminer, pour vous dire que cette communication d'influence, elle est théorisée et modélisée par Carl Ferrer, selon ce schéma qui a l'air un petit peu barbare comme ça, mais qui en fait est très intéressant parce qu'il nous montre le fonctionnement du marketing traditionnel, ici. Il s'adresse, en marketing traditionnel, on s'adresse à un maximum de personnes, voilà. Et bien sûr, on va avoir une efficacité. Cette zone-là colorie, en fait, matérialise la zone de transformation en achat, en fait, de la part de la cible qu'on veut toucher. Il va avoir une efficacité, mais ça ne montre pas tout de suite. Il faut un certain temps avant d'avoir touché tout le monde pour que les gens se mettent à acheter.
Et puis, après, on va avoir une zone de maturité du produit et on va diminuer notre efficacité. Il y aura à nouveau une déperdition. Ce modèle marche très bien, mais c'est quand même drôlement intéressant d'avoir la partie souterraine de l'iceberg. La partie souterraine de l'iceberg, c'est je commence à travailler des petites communautés. Ces petites communautés vont en fait influencer des communautés plus grandes et en fait ma courbe d'efficacité va suivre en fait ce triangle-là. Sur le long terme, en fait, vous voyez que la zone couverte par ce triangle-là, la zone d'efficacité, elle est, sur ce schéma-là, elle est matérialisée un petit peu plus grande. Mais ça, c'est bien pour illustrer que ce marketing d'influence, c'est un marketing qui se travaille dans la durée, mais ce n'est pas fait pour toucher des petites cibles, pour se faire plaisir, pour être à la mode à un moment donné. C'est bien fait pour courir après une vraie efficacité sur nos ventes. L'exemple que donne en particulier Cap Ferrer de ce type de démarche, c'est celle du lancement de Rainbow, qui a commencé par des petites communautés, avant de connaître le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc on va maintenant parler des influenceurs en question, des influenceurs au cœur des stratégies des marques. Et on va essayer de regarder les mutations qu'on observe aujourd'hui chez certains types d'influenceurs, parce que bien sûr, on ne va pas pouvoir traiter de l'ensemble des catégories des influenceurs dans le temps qui nous est imparti, puis ce serait probablement un petit peu fastidieux. Donc je vais vous proposer de jouer à vrai ou faux sur certaines idées qu'on peut se faire des influenceurs aujourd'hui. Et comme je connais déjà un peu les réponses, peut-être que vous aussi, mais je vous demanderai de bien vouloir participer, sinon je ne vais pas me sentir très bien. Voilà. Donc, première idée, les journalistes, c'est plus ce que c'était. Vrai ou faux? Faux. Ben nous, on a dit vrai. On a dit les journalistes, c'est plus ce que c'était. Par rapport à quoi? Je vous donne. Par rapport à la manière de travailler, qui a évolué et lié notamment à ce qu'on connaît aujourd'hui du rythme des rédactions. Mais c'est pas eux là qui travaillent, c'est parce que le public consomme différemment qu'ils sont obligés d'exprimer leurs infos différemment. Exactement, mais comme les consommateurs consomment différemment, donc le marketing s'adapte aussi à cette manière de consommer. Donc c'est pas effectivement un jugement de valeur sur le... Je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas pour le métier du journalisme. Pas du tout, mais ça n'a rien à voir, au contraire. Au contraire, et ça montre surtout une nécessité d'adapter nos métiers, notamment de relations presse. Voilà, exactement. Donc ce qu'on voulait exprimer par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a un travail aujourd'hui sur l'information qui doit être beaucoup plus en temps réel et beaucoup plus adapté à une volonté de snacking aussi qui vient, là, pour le coup, des nouveaux formats des médias et de la manière dont snacking de l'information. Donc, je vais aller capter une information, je vais la vouloir tout de suite, je vais vouloir qu'elle soit plus courte, je ne vais pas vouloir lire un article de 4 pages toute la journée. Donc, exactement. Et donc ça, effectivement, ces mutations-là ont créé un besoin différent des journalistes et une plus grande forme, en fait, d'utilisation des réseaux sociaux dans le travail des journalistes. Donc aujourd'hui, alors il y a une étude récente, je ne sais pas si vous l'avez vue justement, mais d'un institut qui s'appelle Augure et qui montre qu'aujourd'hui, 54% des journalistes déclarent avoir quotidiennement recours aux réseaux sociaux dans le cadre de leur travail et passer plus de 2 heures par jour sur Twitter, qui caracole bien évidemment en tête, mais pour réaliser leur métier de journaliste. Nous, de notre côté, en tant que bureau de presse, on se rend compte qu'il est de plus en plus, par exemple, difficile de faire venir des journalistes sur des événements, parce qu'ils ont beaucoup moins le temps en fait, de s'absenter du bureau parce qu'on leur demande un plus grand rendement, une plus grande productivité éditoriale et beaucoup aussi moins le temps de répondre au téléphone. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à maintenir cette relation avec ces influenceurs qui sont quand même des influenceurs clés en activant d'autres leviers sans pour autant être intrusif. On ne va pas interpeller sur Twitter les journalistes. Et surtout, de concevoir nous-mêmes nos supports de relations presse comme des choses qui peuvent être utiles et quasiment, on va dire, dans un format qui serait prêt à l'emploi par rapport aux besoins éditoriaux des journalistes. Donc, les plus influents sont des experts? Non. Donc, en fait...
On a vu émerger tout un tas de nouvelles stars du web, les youtubeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 36 millions de vidéonautes, donc sur 45 millions d'internautes, ça fait beaucoup. Et on prédit qu'en 2017, 70% de la consommation d'Internet sera via la vidéo, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et dans le cadre de cette explosion du format vidéo, on se rend compte que les personnes qui sont les plus influentes, ce ne sont pas des experts émérites avec les cheveux poivre et sel, mais des petits jeunes qui ont moins de 20 ans et qui ont commencé par se filmer dans leur chambre en faisant des tutoriels beauté, des tutoriels cuisine ou des petits spectacles communs. On pense tous à Norman, par exemple. Et aujourd'hui, dans les 100 personnes les plus influentes du Times, il y a par exemple Bethany, qui a 19 ans, qui fait des tutoriels de nail art et de mascara et qui a pas moins de 8 550 000 abonnés à son compte YouTube. Donc ça, en fait, c'est la population de la Suède, par exemple. Donc en France, on n'en est pas encore là, mais il n'en est pas moins qu'il y a de plus en plus de chaînes thématiques qui se développent autour de jeunes, comme par exemple Charles, qui a créé la chaîne Fast Good Cuisine et qui a 850 000 abonnés. Donc on peut dire que l'âge ne fait pas non plus l'influence, parce que ils sont quand même très jeunes, mais qu'en plus, on peut dire qu'ils sont d'autant plus doués pour s'approprier ces réseaux d'influence, parce que déjà, ils sont nés avec les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'ils fonctionnent avec une logique qui est assez différente de la logique traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans une notion de partage de leur influence. Ils échangent leur audience entre eux, et aussi, ils sont dans une approche qu'on pourrait appeler A/B testing, c'est-à-dire qu'ils testent des contenus et en fonction de la réaction de leur audience, ils sont dans une adaptation permanente de leur stratégie éditoriale et de la manière dont ils produisent leurs vidéos. Autre idée qui peut faire aussi débat dans nos métiers, pour qu'un blogueur écrive, il faut le payer. Voilà, nous on a fait une réponse de Normand, pourtant je suis bretonne, mais on a dit ni vrai ni faux. Le premier constat qu'on fait, c'est que la blogosphère en France se porte incroyablement bien, c'est même le pays dans lequel elle se porte le mieux. Il y a 14 millions de blogs aujourd'hui en France et il y a 18 millions de réguliers d'un blog. On a fait une petite étude, un petit sondage auprès des blogueurs en janvier cette année. Et parmi les résultats que cette étude a mis en exergue, on a confirmé la sursollicitation des blogueurs par les marques, puisque 78% à avoir déjà été approchés par une marque et 45% reçoivent entre 2 et 3 sollicitations par semaine, ce qui est quand même conséquent. Et dans le cadre de cette activité de blogging, ce qui leur apporte le plus de rémunération, ce sont les billets sponsorisés. Bien avant la mise en place d'espaces publicitaires sur leur blog, les affiliations, etc., le billet sponsor reste la principale source de revenus, même s'il n'y a que 40% d'entre eux qui touchent des revenus. Donc bien évidemment, ce qu'on peut se dire, c'est que les blogueurs à forte audience aujourd'hui vont forcément demander une rémunération pour écrire un post parce qu'ils considèrent leur blog comme un média. Et donc du coup, on va être dans quelque chose qui va s'apparenter au public communiqué sur lequel la marque aura un droit de regard sur le contenu éditorial. Mais bien évidemment, on n'est pas obligé d'en passer par là. Et aujourd'hui, s'il y a 40% des blogueurs qui attendent davantage des marques et du marketing, ça montre bien que le système de rémunération, finalement, n'est pas corrélé à la satisfaction des blogueurs de travailler avec des marques. Il y a bien évidemment et bien heureusement autre chose. Et cette autre chose, ça s'appelle la capacité à proposer aux blogueurs des expériences qui leur permettent en fait de développer. On a vu que ce n'était pas des experts. Donc eux, ce qu'ils attendent, c'est de développer leur domaine de compétences. Et en fait, c'est en ça que le marketing et les marques aujourd'hui peuvent se mettre à leur service pour essayer de trouver un moyen de les enrichir et aussi de les valoriser auprès de leurs lecteurs. Donc on va vous... 5 minutes ? Donc 3 petits exemples de ça. Des voyages où on va leur faire découvrir des nouvelles manières, la manière de produire, des ateliers culinaires, des rencontres exceptionnelles. Ce sont des choses avec lesquelles on arrive encore aujourd'hui à attirer des blogueurs de renom à des événements. Facebook, c'est pour toucher les jeunes ? Non. Voilà. Je rentre même pas dans le détail. Voilà.
Sur les réseaux sociaux, les consos vont venir à moi. Voilà, exactement. On s'est rendu compte, et on va vous montrer le cas Bordeaux Chanel, qu'en fait, le meilleur... Vous allez peut-être devoir prendre rendez-vous pour la suite. La meilleure manière de rentrer en relation avec les consommateurs, c'est justement leur permettre de se réunir entre eux et de se placer plutôt comme un tiers de confiance. Mes clients satisfaits me recommandent, bah c'est vrai. Et c'est encore pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire ce qu'on appelle de l'advocacy marketing et d'enrichir la relation client pour générer de la recommandation. Un client satisfait recommande à 84% la marque à d'autres consommateurs. Et on a un très beau cas puisqu'on a Sophie accompagne Mini en fait sur ce sujet-là depuis quelques années. Donc du coup, sur les 4 clés de l'influence, ça va être notre conclusion. Je vais vous faire partager des éléments de notre méthode. Je pense que pour le détail des cas, il va falloir qu'on prenne rendez-vous parce qu'on ne pourra pas tout finir si on veut terminer en 5 minutes. Les 4 clés de l'influence, mais on va finir sur des notions assez simples. Le premier point, c'est de bien identifier vos influenceurs. Avant d'entrer dans la salle, j'ai échangé avec une participante qui est là, Jessica, qui travaille dans un secteur qui vend des pièces détachées au garage qui sont dédiées aux motards. Et elle me disait, dans mon secteur d'activité, en fait, il y a une communauté de motards passionnés qui réparent eux-mêmes leurs motos, qui sont des prescripteurs formidables. En fait, c'est ce constat, cet exemple, il vient illustrer ce qu'a théorisé Daniel Beau. En fait, on a juste... Daniel Beau, qui a beaucoup écrit sur la culture de marque, le brand content et le travail des influenceurs, explique comment, quand on prend une marque, donc ça c'est extrait de son ouvrage, il fait l'exemple avec Havana Club, mais c'est un peu comme les motards, c'est très parlant. Donc quand je travaille pour une marque comme Havana Club, si je fais l'effort d'identifier mes communautés d'influenceurs, eh bien ça va orienter complètement mon travail ensuite sur mon plan de communication. Par exemple, Havana Club va se dire j'ai quelque chose de formidable à faire auprès des fans d'Hemingway ou des fans de Che Guevara. Par exemple, Havana Club va se dire mais je dois aussi, je vais m'intéresser aux jeunes, des jeunes qui sont plutôt en recherche d'un idéal, qui sont plus dans une démarche aspirationnelle. Je vais être aussi, par exemple, sur les amateurs de cigares. Donc ça, c'est le premier travail que l'on doit faire. La façon de le faire, en fait, eh bien, la façon de le faire, c'est d'écouter ses consommateurs, d'écouter son client, de segmenter les communautés et puis de croiser ça avec l'expérience de marque. On aura, par exemple, sur bois.com, qui est la collective qui vise à développer le choix du bois dans la construction collective, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait en interrogeant, en discutant en fait avec des acteurs de cette filière, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'un projet bois de grande ampleur voyait le jour, parce que autant la maison individuelle bois c'est quelque chose d'acquis, autant dès qu'on est dans une construction collective bois c'est un combat, on s'est rendu compte qu'à la base il y avait un prescripteur, architecte ou bureau d'études super convaincu qui animait le projet du début à la fin et qui permettait par sa conviction de faire sauter tous les obstacles culturels, techniques qui se présentaient à lui. Donc à partir du moment où on a fait ce constat, on s'est dit, nous, on va travailler sur la communauté des architectes et des bureaux d'études qui sont convaincus par le bois. Et ces gens-là, ça va être nos influenceurs pour que la chaîne avance. Et c'est comme ça qu'on accompagne depuis 3 ans la collective du bois. Soigner les contenus. Vous voyez par exemple, je vais continuer à prendre ce fil rouge qui est un de nos cas. À partir du moment où on a défini, par exemple, qu'on devait captiver l'intérêt et puis rendre acteurs, parce qu'en fait, pour l'instant, ces architectes et ces bureaux d'études convaincus par le bois, ils font le travail auprès de leurs relations proches. Mais nous, tout l'intérêt, c'est que ce travail qu'ils faisaient naturellement auprès de leurs relations proches, ça prenne une ampleur supérieure, qu'on en donne un écho extraordinaire pour que ça devienne un moteur plus important. Pour ça, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on travaille sur une ligne éditoriale de contenu qui va pouvoir ensuite avoir des canaux de diffusion dont on va parler tout de suite après. Pour les architectes et les bureaux d'études, cette ligne éditoriale de contenu, en fait, on l'a axée tout simplement sur la force du témoignage. La force du témoignage et de l'engagement personnel
on l'a symbolisé par la création de ce qu'on a appelé le premier réseau social des décideurs bois. Pour parler à cette cible-là, il était évident qu'il fallait que les contenus soient à la hauteur. Donc en fait, on a travaillé avec eux sur des cas concrets, mais aussi sur des problématiques hyper techniques en fait, du choix du bois. Par exemple, quand on est en R+10, parce que là, on arrive dans vraiment des débats d'experts, et en fait, c'est ça qui était intéressant. Et on a travaillé avec eux aussi sur un axe de prospective. Troisième clé, créer les bonnes synergies, activer les bons leviers. Forcément, quand on est dans cette logique, je pars d'une communauté influente et je veux faire que cette communauté influente devienne un ambassadeur super efficace dont on démultiplie la conviction autour de nous. Pour démultiplier cette conviction, on s'est rendu compte que finalement on avait un certain nombre de leviers d'action à notre disposition. Alors ce n'est pas des leviers d'une originalité folle en soi, mais on s'est rendu compte qu'on travaillait énormément, naturellement, en e-marketing, en fait, puisque les contenus qu'on développait, on allait les pousser auprès de ces communautés. Et par exemple, quand ces contenus sont adaptés sur ces communautés-là, vous obtenez des taux d'ouverture de 40%, en fait, sur les contenus que vous leur envoyez, parce qu'ils sont en forte adhésion avec leur intérêt, et vous obtenez après qu'ils partagent ces contenus. Aussi, on s'est rendu compte qu'on utilise une communication où on va s'infiltrer en fait dans les contenus éditoriaux qu'on va trouver sur Internet à travers le natif, le discovery et le SEO. On va bien sûr utiliser les réseaux sociaux, les relations blogueurs, les relations presse, mais aussi, le truc super important qu'on s'est rendu compte, c'est que si on veut activer des communautés et que ça marche, à un moment donné, on utilise aussi l'événementiel parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un engagement. Une communauté qu'on active, il ne faut pas rester juste dans le déclaratif et dans la diffusion de contenu. Il faut qu'il y ait des moments où il se passe quelque chose. Alors cet engagement a aussi un gros intérêt, c'est qu'après on peut le quantifier. Donc par exemple sur le bois, l'engagement, ça a été, vous faites partie de la communauté, vous racontez le projet bois dont vous êtes plus fier et vous écrivez une page sur pourquoi je crois dans le choix du bois dans la construction en France. Et un autre engagement, ça a été de faire le tour de France des projets bois région par région, et pour partager l'expérience des acteurs de la communauté. Parce qu'une communauté qui ne vit pas, une communauté qui ne crée pas de vrais liens, et bien qui ne matérialise pas son engagement, elle n'est pas assez active en fait. Donc elle n'est pas assez efficace. L'autre chose qu'on voulait vous dire, c'est que ce marketing d'influence, cette communication d'influence qui parie sur l'influence positive, il faut lui laisser le temps d'agir en fait. C'est une vision au long terme. Donc pour l'illustrer, on a une petite phrase, qui est presque un mot de conclusion, c'est que c'est plus important de construire quelque chose que 100 personnes vont aimer passionnément, que de construire un projet qui va être connu de tous, mais sans susciter une forte adhésion. Et par exemple, juste pour finir sur un cas agence qu'on ne va pas dévoiler dans le détail, on travaille depuis 15 ans maintenant pour la pomme de terre de Noirmoutier. Donc en fait, Marie Boulan, Vincent Audou ont créé le concept de la bonnotte. La pomme de terre de Noirmoutier, ils n'ont jamais investi en publicité. Depuis 15 ans, en fait, on travaille sur les communautés d'influence, les chefs, les blogueurs, et puis les amoureux de Noirmoutier, la presse. Et cette année, en fait, il n'y avait plus de pommes de terre. On a fait une année de vente record. Il n'y avait plus de pommes de terre dès le mois de juin. Et on a eu 9 sujets télé, parce qu'en fait, c'est un sujet maintenant qui captive. Par exemple, les relations presse sur l'efficacité. Vous voyez, au bout d'1 an, 2 ans, des fois, on nous dit « Ah oui, mais on n'est pas passé à la télé, on n'a pas eu assez de retombées. » Les relations presse sur la pomme de terre de Noirmoutier, c'est l'exemple que c'est 15 ans en fait, de relations, de travail dans la continuité, qui fait qu'aujourd'hui, les gens croient, les journalistes sont intéressés par l'authenticité, la permanence du message. Voilà. Donc on n'a pas pu détailler tous nos cas, mais je les ai utilisés pour illustrer notre propos. Merci. Merci à vous.